C'est la grille. Enfin, la fondation des forces françaises libres, c'est ici. C'est-à-dire que c'est le premier endroit où De Gaulle a rassemblé tous les jeunes Français qui voulaient continuer avec lui. Nous sommes rentrés en silence. Nous avons chanté la Marseillaise. Et c'est certainement le chant de la Marseillaise le plus émouvant que j'ai chanté de ma vie. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. La guerre est donc finie, irrémédiablement perdue. Ainsi, la France est morte sans que j'aie combattu. Comment est-ce possible ? Ma patrie, l'orgueil de ma vie, la gloire de l'univers désigné par Dieu pour défendre sa foi, pour répandre la civilisation, modèle du genre humain, morte à jamais. Brusquement, je me dresse. L'information qui m'a terrassé est un cauchemar sans fondement, puisque la France est invincible. Les Boches seront impuissants si 40 millions de Français se lèvent contre eux. Il faut soulever le pays d'une fureur sacrée, l'organiser et combattre. Je suis un jeune homme d'extrême droite et mes idées politiques, je les dois à mon beau-père. Il était très engagé à droite, était Action française. Et évidemment, je me suis engouffré derrière lui dans l'Action française, qui était le mouvement royaliste de cette époque, dirigé par Charles Maurras. Et j'étais un camelot du roi, c'était quelqu'un qui vendait l'Action française, qui organisait les réunions et qui surtout avait une matraque et se servait beaucoup de sa matraque. Et ça me plaisait beaucoup, beaucoup plus que tout le reste. On peut dire que vous êtes donc un nationaliste, un royaliste, et vous écoutez le discours du maréchal Pétain, qui est l'idole de la droite et de l'extrême droite. Tout à fait. Et pourtant, ce discours vous traumatise. Mais armistice venant de Pétain, c'est pas possible. Donc, nous voulions partir en Afrique du Nord et avec la France, reconquérir la métropole et finalement battre les Boches. C'était très enfantin, mais enfin c'était ça. Mais il fallait trouver un bateau. Alors nous sommes allés dans le seul endroit où il y avait des bateaux, c'est à 4 km de Bayonne, sur l'Adour. Et là, il y avait ce bateau belge et mon père cherchait le capitaine. Et il lui a parlé. Et quand mon beau-père est descendu, il nous a dit « Prenez vos valises, montrez vos cartes d'identité et montez un par un. » Quand on est monté sur le bateau que mon beau-père a payé, le capitaine a dit qu'il ne savait pas où il allait et qu'il nous préviendrait. Alors il m'a appelé et il m'a dit « Écoutez, j'ai décidé de rallier l'Angleterre. » Alors l'Angleterre, pour moi, c'était catastrophique parce que c'était très loin de l'Afrique du Nord. Un sous-secrétaire d'État inconnu a lui aussi rejoint l'Angleterre, où Winston Churchill le recueille et l'encourage. Le 18 juin 1940, le lendemain du discours de Pétain, ce général de brigade à titre temporaire lance un appel aux Français pour qu'ils le rejoignent dans la lutte. Ceux qui ont entendu l'appel du 18 juin n'y ont guère répondu. Ceux qui y ont répondu ne l'ont pas entendu. Daniel Cordier est de ceux-là. C'est pas là où De Gaulle est rentré.
Il est donc venu le 6 juillet, la porte s'est ouverte et j'ai vu une grande ombre qui se pliait en deux comme ça parce qu'il y avait le képi qui ne passait pas sous la porte. Voilà. Et puis alors il a enjambé, puis il est rentré, alors il était très grand. Et la première phrase qu'il a prononcée, je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous avez fait votre devoir. Oh, ça c'était incroyable, c'était épouvantable. Parce que quand même, tout de même, ceux qui étaient là, ils n'étaient pas venus par hasard, et c'était pas la fin d'une partie de football ou n'importe quoi. Quand même, pour chacun d'entre nous, c'était une expérience unique dans la vie et souvent très difficile. Enfin, il a continué et il a dit, eh bien, nous allons nous réunir, nous nous sommes assemblés pour former une armée, vous allez vous battre dans toutes les parties du monde, ça sera long, ça sera difficile, mais à la fin, nous aurons la victoire. The 14th of July last year was perhaps the saddest day in the history of modern France. At the memorial to Marshal Foch, General de Gaulle and Admiral Meselier took the salute. Sad though the day was, coming on the morrow of utter defeat, it was bright with renewed hope. Frenchmen were in arms again. Once more the Union Jack and the Tricolor stood side by side. Nous avons appris à marcher au pas, à faire les exercices, et nous avons commencé l'entraînement du combat et tout ça dans cette forêt-là. On a commencé, bon, sans armes, et puis au bout d'un mois, on a pris des fusils, on a commencé avec les fusils. De Gaulle was training his men to be ready for the battlefield as soon as opportunity occurred. Retraining according to his own ideas, so abundantly justified by events. On en voulait, enfin, on était très remontés. Et j'étais un spécialiste du mortier. Et puis les fusils mitrailleurs, enfin, je veux dire, toute l'armée. Enfin, tous ceux qui ne m'ont jamais servi. C'était tout à fait une autre vie qui n'avait aucun rapport avec tout notre passé. Nous n'avions plus de passé. Et, enfin, notre vie a commencé à 20 ans. Vous arrivez à Londres en juin 40, mais la plupart des notables français résidant en Angleterre partent. Les généraux, les consuls, les hauts fonctionnaires s'en vont. Tout le monde. Et il ne reste plus que des, à l'époque, on disait des aventuriers, des irresponsables. Oui, mais au fond, ceux qui avaient la possibilité de combattre avec nous sont tous repartis en France. Puisque vous aviez l'expédition de Norvège, c'était 30 000 hommes armés qui stationnaient en Angleterre, qui sont rentrés en France, à Toulon. Les derniers bateaux venant d'Angleterre, rapatriant des soldats français, sont arrivés fin novembre 1940. Toutes les hiérarchies françaises étaient contre vous. Oh, ben évidemment. Mais ce qui est très grave, c'est la défaillance. Enfin, l'Académie française, vous voyez, qui pouvait siéger à Paris au moment où les Allemands étaient à Paris. Mais enfin, c'était pour nous, c'était insensé. Mais c'était insensé, vous comprenez ? Et tout était l'avenant. Disons que c'était une chose qui était jugée une fois pour toutes. Nous étions partis pour vaincre les Allemands et tous ceux qui n'étaient pas avec nous étaient contre nous. Et puis le chef que nous avions trouvé très rapidement, il n'était pas... c'est difficile de dire que nous avons compris, on n'a rien compris, mais... Et chaque fois que nous avons vu De Gaulle, et nous l'avons vu assez souvent pendant ces 2 mois d'août, il est venu, il nous a emmenés au cinéma à Londres, etc., etc. Et au fond, bon, chaque geste, chaque fois que nous le rencontrions, nous étions un peu plus ses enfants. Voilà.
Et nous avions compris que nous étions tout seuls, qu'il était tout seul, mais que c'était lui, vraiment, qui représentait la France. L'armée canadienne souhaite récupérer Delville. Dans l'après-midi, nous quittons le camp en camionnette pour Camberley, gros bourg à une douzaine de kilomètres de là. Les Anglais nous installent provisoirement dans un des quartiers de la ville. Le bataillon est réparti dans ces villas en briques ornées de portes vertes, rouges ou bleues. Mon groupe est affecté à Brinteg, où nous logeons à 3, 4 ou 5 par pièce. Mais la rue, Et alors là, on arrive... la rue est intacte, sauf qu'il y a des voitures. On arrive à ce qui était votre maison, là. Attendez. Bah, c'est bien que vous qui peut reconnaître, c'était le 39. Eh ben non, je ne le reconnais pas. Derrière la petite lanterne, Brinteg. Nos chambres étaient au premier et tout était vide. Il y avait des matelas partout, par terre, dans toute la pièce, et tout s'y avait. Vous vous retrouvez ici dans un milieu nouveau. Vous découvrez, oui. vous découvrez un peu la France réelle, comme on disait chez les Maurassiens. Vous découvrez la France réelle. Des ouvriers, oui, des paysans des paysans et des Bretons. et alors des étudiants et des Bretons, parce que sur le plan du caractère, les Bretons se ressemblent tous. Et ceux qui ne ressemblent pas aux Bretons les appellent des Juifs, je crois. Ah, évidemment. Et vous avez été traité... Ah, ça vous fait plaisir. J'ai été traité de juif, voilà. À l'époque, j'étais antisémite, mon pauvre. Alors, ça commençait pas tellement bien avec les Bretons, vous comprenez. Mais après, ça s'est bien passé parce que à l'épreuve, c'était des gens très sûrs, très sûrs, et ils ont très bien combattu. Et il y en a, hélas, beaucoup qui sont morts. Plus sûr que la bourgeoisie bordelaise. Oui, hélas. Tous ces gens étaient là pourquoi? Vous m'avez dit un jour pour tuer du Boche, n'est-ce pas? Oui, absolument. Moi aussi. Vous aussi. Et alors? Ben, écoutez, eux, ils en ont tué, et moi, hélas, j'en ai tué aucun. Vous n'avez pas raté votre vie pour autant. Ah, si. Mais, non, mais je me suis déshonoré, là, c'est pas... Non, pensez qu'en 4 ans, je n'ai pas tué un Boche, ça, écoutez, n'en parlez pas, parce que c'est vrai que c'est une ombre dans ma vie. C'est douloureux, on n'en parle plus. Au nom de la France, au nom du général de Gaulle... Il n'y a qu'un mois que nous sommes installés à Camberley lorsque le commandant Huchet nous annonce notre départ pour un nouveau camp. Après le récurage de Brinteg et le nettoyage du jardin, nous partons à pied vers Holding Camp, à la sortie de Camberley, sur la nationale de Londres. Au bout de 2 kilomètres, nous pénétrons dans la forêt, non loin de la route. Le camp est installé sur un éperon dominant la forêt qui s'étend à perte de vue. C'était ça. Voilà, c'était ça. Les huts. C'était le camp, là. Les huts. Les huts. Et vous voyez, là, on voit. Et alors là, c'était sur le parade ground, mais qui était encore un marécage. Voilà. Le capitaine Lalande, c'était le capitaine de ma compagnie, la première compagnie. Voilà, ça c'était chose. Je les connais, mais j'ai oublié les noms. Ouais. Au début de juillet 1940, De Gaulle ne dispose que de seulement 2500 soldats. Mais ce chiffre augmente dès la fin du mois d'août avec le ralliement de plusieurs pays d'Afrique, dont le Tchad, avec son gouverneur Félix Éboué. Si la majeure partie de l'empire colonial français reste fidèle à Vichy, De Gaulle peut désormais compter sur une base de souveraineté et des troupes supplémentaires. Brazzaville, à la fin 1940, devient la capitale de la France libre. Alors De Gaulle a envoyé un télégramme, il était en Afrique, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai demandé qu'on forme des officiers pour encadrer des nègres, on disait à l'époque, et donc donnez-moi des officiers. Et illico, je me suis retrouvé officier.
Alors je suis parti immédiatement à Londres pour me faire un uniforme. On était officier, donc on était libre, on pouvait se coucher à 4 h du matin, faire ce que l'on voulait. Pour la première fois de ma vie, je m'approche par moments du désespoir. Je ne comprends plus mon engagement dans cette armée, tant mon activité est devenue dérisoire. J'ai tout quitté pour venger la patrie, et après 1 an d'espérance et de dur labeur, je me retrouve à former de jeunes recrues. L'élévation substantielle de notre solde nous débarrasse en outre des soucis financiers. Enfin, nous sommes libres de nos soirées. Nous seuls pouvons guérir de la nostalgie qui nous ronge. Chacun invente un remède selon son caractère. Musique, permission, flirt. Un jour où je devais partir une fois de plus à Londres pour prendre 8 jours de vacances, Briand m'a dit « Il faut que je dise quelque chose. Quand tu reviendras, je ne serai plus là parce que j'ai trouvé à m'engager. » Oui, mais écoute, mais est-ce que l'on peut voir où tu t'es engagé, la personne qui t'a engagé, etc. Ah oui, mais tu sais, c'est le service secret. Ah ben je dis, je m'en fous, je veux dire n'importe où, je suis prêt. Bon. Alors, il m'a dit, écoute, je vais voir. Il est revenu une demi-heure après, il me dit, viens avec moi. Et il m'emmène, donc on sort du camp, on passe devant le poste de garde qui était loin du camp, et dans la forêt, je vois un capitaine de chasseurs alpins avec sa cape, très élégant, costume bleu et tout ça. Je fais claquer mes talons. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Moi, j'avais envie de faire ça, mais j'ai fait ça. Et alors, je lui ai dit, mon capitaine, je suis prêt à faire ce que vous voudrez, etc. Enfin, et il m'a dit, écoutez, je vais donner votre nom. J'ajoute votre nom sur la liste. Alors, Briand me dit, mais tu sais, rien n'est sûr, sauf, etc. Il essayait de me consoler un peu. Et enfin, un jour où il rentre de Londres, il me dit, tu dois aller à Londres demain pour voir le capitaine bien. C'était là, le BCRA, c'était là, voilà. Les 3 étages. Les 3 étages. Là était l'épée de la France libre. C'était le service secret de la France libre. Le planton m'a dit, je vais vous conduire, je connais le passé, alors bon, là, je jouais mon avenir, j'avais le sentiment que l'issue de l'emprisonnement dans lequel j'étais, après tous mes concours, tout ça, la solution était au bout du couloir. Et alors je suis rentré et il m'a demandé pourquoi vous avez choisi le BCRA. Je lui ai dit parce que je voudrais me battre. Et il m'a dit vous avez choisi le BCRA, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le BCRA? Écoutez, non, mais enfin, c'est pour faire du renseignement en France. Oui, il me dit, mais écoutez, c'est pas du tout ça. C'est d'abord une chose, est-ce que vous êtes prêt, décidé à mourir? Alors je dis, oui, c'était pour la France, oui. Bon, mais enfin, il faut être sûr de vous, parce que lorsque vous êtes prisonnier, fait prisonnier par la Gestapo, en train de faire des renseignements, vous êtes torturé et souvent, vous êtes soit déporté, soit condamné à mort. Et alors que vos camarades, quand ils sont prisonniers, la guerre est finie. Mais pour vous, la guerre commence. J'ai quitté Holdin avec l'espoir de rejoindre immédiatement la France, mais je ne me suis jamais interrogé sur le mode de transport. Dirigé par les Britanniques, Ringway est une école d'entraînement des parachutistes. Dès 7 h ce matin, nous sommes pris en main par un instructeur. Curieusement,
Je suis plus anxieux d'effectuer cet exercice ne représentant aucun danger qu'à la perspective de sauter dans le vide. Notre stage terminé, nous partons vers le sud. Nous roulons dans une campagne plate et boisée. Le convoi ralentit et bifurque dans une allée bordée de cyprès centenaires. Devant nous surgit une vaste demeure anglo-normande bâtie au centre d'un parc, Inchmerry. Ça, pour le coup, c'est vraiment intact, parce que la mer n'a pas changé. Ni le vis-à-vis. Le lieutenant Vigne, qui commandait cette maison, et nous réunit ici, une dizaine, et il nous dit, voilà, vous êtes nuls, vous ne savez rien, maintenant, vous allez apprendre quelque chose. Ah bon? Et alors, il nous énumère ce que l'on vient faire ici, c'est-à-dire faire écouter les lignes téléphoniques, prendre du courrier. Préparer des explosifs. Alors, ça, c'est toute l'autre partie, c'est-à-dire faire sauter des camions, des trains, des avions, et ainsi de suite. Et puis, pour finir, pour tuer les sentinelles, les choses, mais enfin, tout ça solitaire. Avant, vous étiez soldat et tout d'un coup, vous devenez agent secret. On ne voyait pas tellement la différence, vous savez. Nous avions 20 ans, nous n'avions qu'une idée, c'était de tuer du Boche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, on faisait tout pour ça. Et là, j'en ai pris pour plusieurs mois avant de partir. Et, horreur, j'ai appris que nos camarades que nous avions laissés au mois d'octobre, quand je pense qu'il y avait un mois que nous étions ici, on a appris que tout le camp avait déménagé en Afrique. Donc, c'était effrayant. Voilà. En cet automne 1941, les recrues d'Old Camp ont rejoint les Anglais pour combattre en Libye et en Éthiopie. À la même époque, arrive à Londres Jean Moulin, le jeune préfet d'Eure-et-Loire qui a été révoqué par Vichy en novembre 1940. Il a multiplié les contacts avec des embryons de résistance qui se sont établis en territoire non occupé. La rencontre avec De Gaulle le 25 octobre 1941 va être décisive. De Gaulle, qui apprécie ses compétences d'administrateur, va en faire, sous le pseudonyme de Rex, son délégué général auprès des mouvements de résistance en zone sud. Mais si un homme de gauche comme Moulin, proche du Front populaire, accepte d'être désormais le représentant du général, c'est que De Gaulle lui a assuré que son but n'est pas seulement de libérer le territoire, mais bien de restaurer la République. Je dis la France, c'est-à-dire une seule nation, un seul territoire, un seul empire et une seule loi. Et il nous a expliqué que nous étions des hommes qui étions partis pour défendre la France, pour défendre la liberté. Et la République. Et la République, effectivement. Alors là, quelque chose change un peu dans le panorama, pour vous. Non, la République, c'est l'horreur. Écoutez, je ne suis pas venu pour rétablir la République. Non. Tout mais pas tant. Donc, la République. Et le soir, je me souviens, nous avons eu une très grande conversation avec Georges. Et là, très très gentiment, il m'a dit, vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous faites en Angleterre? Si vous voulez le roi, vous avez déjà un morceau avec Pétain,
Et au fond, Maurras, c'est avec lui, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça m'a pas fait plaisir du tout, mais enfin, je me suis dit quand même. Et ainsi de suite. Et le lendemain, dans mon journal, et ça, je les ai encore, j'ai écrit 3 pages contre Maurras pour la première fois de ma vie, en disant que c'était fini, que c'était la rupture. Nous couchons ce soir dans une nouvelle propriété, pour un autre stage. Nous quittons l'encadrement des Français pour entrer dans une école britannique appartenant au SOE, pour apprendre les transmissions radio. Comme mes camarades, j'ignore tout du morse et de la radio. Combien de temps me faudra-t-il pour devenir opérationnel? 6 mois? 1 an? La guerre sera terminée depuis longtemps. Après quelques jours fort occupés, nous oublions notre déception. Bien que ce nouveau stage retarde une fois de plus notre départ, il est captivant. Surtout, il nous offre en territoire occupé une liberté absolue. Au milieu des Boches, nous resterons en contact permanent avec l'Angleterre. Lorsque ma formation de saboteur et de radio est achevée, je m'arrête à Londres pour rencontrer le capitaine Bienvenu. Je souhaite lui faire respectueusement part de mon impatience. Qu'attend-il pour m'envoyer en France? Sa voix se durcit soudain. Écoutez mon vieux, faites ce qu'on vous dit et partez en vacances. Le reste, je m'en occupe. Cloué à Londres, je vis depuis des semaines des vacances sacrilèges. Je me veux un volontaire de l'extrême. Pourtant, mes seules activités sont le canotage sur la Serpentine et les dîners dans les palaces au son d'orchestres de danse. Nos soirées au cinéma, au concert, au théâtre précèdent un sommeil paisible, préparant un lendemain de farniente. Cette vie faussement comblée provoque une érosion intérieure. Je me désagrège. Ça n'a pas changé. Ça, c'est... Dès lors que nous étions en Angleterre, nous étions très loin de la France. Et très rapidement, très loin, en ce sens que l'on n'avait absolument aucune nouvelle. Il n'y avait plus de journaux. Nous n'avions pas d'informations. Alors, les informations qu'on voyait de France, c'était toujours Pétain, c'était évidemment ces informations-là. Et on parlait un petit peu des mouvements résistants, des choses comme ça, mais enfin, très peu. On avait vu des facsimilés de revues, Combat, les Francs-Tireurs, Libération, etc. Dans la revue France Livre, ils avaient donné des photographies de ça, je me souviens. Bon, alors, on nous a appris avec le temps, mais ça a mis du temps, c'est pas 8 jours après notre départ, qu'il y avait des Français qui luttaient comme nous pour combattre les Allemands sur place. Et on nous envoyait pour établir une liaison, pour leur apporter des armes, pour les encadrer, pour en faire des unités de combattants commandées par De Gaulle. C'était ça, notre but. Enfin, je reçois un appel du capitaine Bienvenu. Venez me voir immédiatement. Je saute dans un taxi et me présente au 10 Duke Street. Vous serez parachuté avec Héral et Briand dans la nuit du 25. Vous êtes BIP W maintenant. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais le radio de BIP. Et BIP, c'était Bureau d'information et propagande. Et Georges Bidault était le directeur, enfin, c'est un bien grand mot, mais le directeur de l'information, c'est-à-dire que Jean Moulin lui avait demandé de créer une espèce d'agence d'information qui envoie à Londres le maximum de télégrammes et des informations qui n'étaient pas données par la presse, par les choses comme ça, et en même temps de diffuser auprès des mouvements ces mêmes informations pour que les mouvements les impriment dans les journaux clandestins. Et c'était ça ma mission. Vous saviez
que les radios tombent très vite en France. On dit entre 2 jours et 2 mois. J'ai eu la certitude que j'y resterais, que cette mission en France était une mission de sacrifice. Mais c'était la seule manière de se battre, et, j'en reviens là, il fallait se battre si on voulait que la France redevienne la France. C'est ici qu'on vous a donné la pilule de cyanure ou... Ah non, 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 on nous a tout donné dans l'aéroport. Alors, on m'avait fait mettre l'imperméable que j'avais. On avait vérifié toutes les étiquettes anglaises, tout ça. Et ça a été revérifié à l'aéroport soigneusement. Chaque chose, le mouchoir, tout. Et d'ailleurs, j'avais imprimé un tissu, un mouchoir 2 fois grand comme un mouchoir, où la carte était imprimée dessus. De manière que si on tombait dans l'eau, eh bien, c'était intact. Qu'une idée, c'est de sauter. C'était le but. J'atteignais enfin, après 2 ans, j'atteignais enfin le but, j'allais me battre. Enfin, je commençais ma guerre. En ce soir de juillet 1942, Daniel Cordier atterrit tout près de Montluçon, en zone libre, et il doit rejoindre Lyon pour débuter sa mission. La France est alors coupée en 2, le nord, occupé par les Allemands, le sud, sous le régime de Vichy. Car la République française a cessé d'exister le 10 juillet 1940, lorsque Pétain, recevant les pleins pouvoirs, a créé l'État français, avec pour capitale Vichy. Pétain instaure un régime de plus en plus policier, complice de l'occupant, notamment dans la persécution des Juifs ou l'arrestation de résistants. Il prône la collaboration avec l'Allemagne nazie, œuvrant à un ordre nouveau, inspiré par le national-socialisme. Dans ce contexte, les mouvements de résistance ont commencé à se développer dans toute la France, mais sans véritable moyen, isolés les uns des autres. Jean Moulin, alias Rex, s'est installé à Lyon avec pour mission d'essayer de les organiser et de les intégrer aux forces du général de Gaulle. Nous arrivons à Lyon dans l'après-midi. Dans la solitude de cet espace inconnu, je découvre que je n'ai jamais imaginé les conditions matérielles de ma mission. Des lieux aussi paisibles que ce cadre provincial, des enfants jouent dans un coin de la place, tandis que des matrones devisent sur un banc, me semblent soudain receler des dangers invisibles. Ce n'est pas le champ de bataille héroïque dont je rêve depuis 2 ans. Je suis rassuré de voir Schmitt arriver du pas rapide qui m'est familier. Il fait fonction auprès de Rex d'officier de liaison. Sans transition, il annonce le coup d'envoi de ma mission. Rex veut te voir. Rendez-vous demain, à 2h de l'après-midi, place Bellecour, sous la queue. La queue? Au milieu de la place, la statue équestre de Louis XIV, la queue du cheval. La place Bellecour, c'est le centre de la résistance. C'est le centre de Lyon, à égale distance de la gare qui se trouve à gauche et de la place de l'Hôtel-de-Ville qui se trouve à droite. Et alors, la résistance, c'était entre ces 2 extrêmes. Et le centre, c'était là. Et alors, tous les rendez-vous, toute la journée, c'était soit la queue, soit la tête du cheval. Et sous les arbres,
vous aviez tous les résistants qui se rencontraient et qui se donnaient rendez-vous, qui préparaient la révolte. Voilà. Rex me tend la main. Avez-vous fait bon voyage? Surpris par cette question, j'acquiesce, préoccupé par un détail protocolaire. Est-ce un civil ou un militaire? À tout hasard, je me redresse dans une position voisine du garde à vous. Je sors du dessous de mon pullover la grosse enveloppe contenant le courrier et l'argent du BCRA. Le capitaine Bienvenu m'a demandé de vous la remettre en main propre. Si vous êtes libre à dîner, rejoignez-moi à 7 heures au Garret, un restaurant dans la rue du même nom près de l'Opéra. Vous trouverez sur un plan. Sans attendre ma réponse, il se tourne vers Schmitt. Je comprends que je peux disposer. Je me suis retrouvé tout seul, pour la première fois tout seul dans Lyon, et j'avais très très peu. Je me disais, mais au fond, pourquoi je ne suis pas arrêté? Parce que tout le monde doit voir que je suis un parachutiste, que je viens d'arriver, il y avait 4 jours que j'étais en France, et ça doit se voir, etc. Et bon, je ne savais pas où me mettre, le restaurant était vide, et je me suis assis sur cette banquette. Et j'ai attendu, et quelques minutes plus tard, Moulin est arrivé, et a commencé par me faire changer de place. Il m'a dit, asseyez-vous sur la chaise, et il s'est assis sur la banquette. Il y avait une raison, c'est que comme on était près de la porte, il aimait bien savoir ce qui allait se passer. C'était Rex, c'était un inconnu dont on m'avait dit, le capitaine Bienvenu, qui m'avait dit, vous êtes sous la direction de Rex. Voilà. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit, mais pourquoi étiez-vous à Londres? Je lui ai dit, parce que on a perdu la guerre et qu'au fond, j'ai voulu continuer la guerre. Mais il me dit, on avait perdu la guerre, mais on avait signé l'armistice, et par conséquent, la guerre était finie. Et donc là, je lui ai expliqué pourquoi, pour moi, Pétain était un traître, ce qui l'a beaucoup étonné. Et il m'a posé une suite de questions pour connaître ma jeunesse, mes opinions politiques. Et alors, il m'a regardé très... Et il m'a dit, au fond, je m'aperçois que j'ai eu une grande chance d'être républicain. Ah bon? Alors, là, j'étais un peu étonné. Je m'étais dit, à un moment donné, mais probablement, ça doit être un sympathisant d'Action française. Donc, là, évidemment, ça n'était pas du tout ça. Et curieusement, il a enchaîné en commençant à raconter sa vie. Mais il m'a parlé de son enfance, enfin sans nommer les endroits, bien entendu, mais j'ai compris que c'était le Midi, que c'était le sud de la France, avec le soleil, avec ça. Et tout d'un coup, j'avais devant moi un homme différent de celui que j'avais rencontré l'après-midi. L'après-midi, c'était le patron. Mais le soir, c'était un être disponible. Et je l'ai compris par la suite, qui ne venait pas pour parler du travail. Mais pourquoi voulait-il me voir? Je ne savais pas très bien, mais j'étais très content. Enfin, en réalité, ce que j'attendais, c'était de rencontrer Bidault et qu'il me fasse enfin travailler dans la résistance, pour la résistance. Alors, il m'a dit, bon, ben écoutez, on va rentrer chez moi, il devait être 11h du soir. C'était une très très longue soirée. Et quand nous sommes arrivés au bout, il m'a dit, ben écoutez, demain matin, vous viendrez à 7h chez moi au premier étage et je vous garde comme secrétaire. Bonsoir. Il est rentré, la porte a claqué et je me suis retrouvé seul dans la nuit. Et à ce moment-là, j'ai compris que tout d'un coup, cet homme avait changé ma mission. Et ça m'a mis dans tous mes états. C'était au deuxième, il y avait une fenêtre, celle qui est contre le tuyau de descente de pluie, là. C'est celle-là.
Rex m'explique mes nouvelles fonctions. Je dois venir chez lui tous les matins à 7 h et le revoir le soir, éventuellement pour dîner. Avant notre rendez-vous du matin, je dois relever sa boîte, décoder les télégrammes de la nuit, acheter quelques journaux et les parcourir afin de lui signaler les événements ou articles importants. Je dois en outre organiser et maintenir toutes les liaisons avec les responsables des mouvements, les officiers de liaison et les différents services, faux papiers, parachutage, etc. Et les opérateurs radio, qui sont le seul lien permanent avec Londres. Je lui demande quand il me présentera les autres membres du secrétariat. Mais mon secrétariat, c'est vous. Cet homme que le capitaine Bienvenu m'a présenté comme le grand patron, le chef de la résistance et en quelque sorte un De Gaulle bis, est donc seul pour exécuter les tâches subalternes. C'était ici. Excusez-moi, madame. Je suis l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Et Jean Moulin habitait ici. Et vous remettez. Vous rentrez. Je suis profondément touché. Il n'y a que le pont qui a changé et le premier plan, qui était un jardin avec des grands arbres, et le quai. Je suis très ému, parce que c'est la première fois que je m'assieds à nouveau dans cette pièce. C'est-à-dire que je suis à nouveau installé dans ce passé. Et c'est bouleversant. Voilà. Qui connaissait cette adresse? Ah ben moi. Mais petit à petit, il y avait une douzaine de filles et de garçons avec qui je travaillais, mais ils ne les rencontraient pas. Alors ici, c'était à la fois sa chambre et son bureau. C'était votre lieu de travail. Oui. C'était là que vivait, que pensait, que réfléchissait. Le délégué général du général de Gaulle. Du général de Gaulle. 5 mètres carrés peut-être. Oui. Ce qui est déjà remarquable, et c'est une indication très précieuse, dans le travail de Jean Moulin, c'est que tout de suite, il présente les seuls mouvements en zone libre qui étaient capables d'un développement considérable. Ces combats, libération et franc-tireur, avec Henri Freinet, fondateur de combat, Dacier de la Vigerie, fondateur de Libération, et Jean-Pierre Lévy, animateur de franc-tireur. C'était un regard de professionnel. Et il y avait au-delà un mythe que personne ne connaissait, que personne n'avait rencontré, qui s'appelait De Gaulle, le général De Gaulle. Et comment voulez-vous que les résistants considèrent que De Gaulle était leur chef alors qu'il ne s'était jamais manifesté à leur égard? Il n'avait jamais reçu un centime, un tract, une liaison radio, des propositions, rien. Bien entendu qu'ils ont besoin d'argent. Il faut payer les gens qui voyagent, mais il faut acheter un ticket, ainsi de suite. Tout ça paraît très... Mais c'est ça. Et l'argent, c'est vous qui l'apportez. Mais bien entendu, c'est le général de Gaulle qui l'apporte. Parce que Moulin avait bien posé les conditions. Voilà, vous aurez une mensualité, mais les troupes militaires que vous avez rassemblées passent entièrement sous l'autorité du général de Gaulle. Alors, les journaux, l'impression, les tracts, le recrutement, tout ce que vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez et vous êtes libre, mais l'armée
Il y a un chef, c'est le général de Gaulle. Ça, aujourd'hui, ça nous paraît probablement très simple, mais c'était inacceptable. Je développe peu à peu mon travail à Lyon. Je rencontre Rex et Bidault tous les jours, mes camarades Fassin et Schmitt ou leurs adjoints plusieurs fois par semaine. Je relève et distribue les lettres dans les boîtes des mouvements, des services et des radios. La nuit, je code et décode télégrammes et rapports. 2 ans d'entraînement militaire sont-ils indispensables pour accomplir cette tâche? Je suis un peu désorienté. Je ne peux croire que ma mission consiste à faire le facteur au sein d'une organisation invisible et incompréhensible. Vous veniez de temps en temps ici? Ah oui, ça c'est même assez souvent, trop souvent. Il y a eu tant de rendez-vous dans ce jardin de Dunkerque. Quand vous débarquez d'Angleterre, vous êtes parachuté, vous vous retrouvez donc pour la première fois depuis 2 ans au milieu du peuple de France, au milieu des gens. Comment vous les ressentez? Vous savez, la population était obsédée par d'autres problèmes que celui de combattre les Allemands. Enfin, si nous étions en zone libre, il n'y avait pas d'Allemands. Mais donc, c'est ça, les gens étaient préoccupés d'avoir un travail, la nourriture, et puis de vivre. Et ça, c'est très difficile à accepter quand on a choisi la guerre et à comprendre après la guerre. Voilà. Mais c'est ça. Ça vous a déçu? Oui, beaucoup. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je n'ai toujours pas compris. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas tellement la population dont je garde un souvenir, mais la résistance. Parce que l'on appelait la résistance. Et ça, j'ai été terrassé. Parce que j'imaginais très naïvement, mais j'avais une vingtaine d'années, que la résistance ressemblait à l'armée de Gaulle. Enfin, c'était la même chose, mais bon, seulement ils étaient en civil. Mais la résistance, n'était pas du tout une armée en civil. C'était... Des amateurs éparpillés. Mais compte tenu de l'état de la population, on peut dire que c'est déjà étonnant qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait. Quand je suis arrivé à la mi-42, il n'y avait quasiment personne. Les chefs des mouvements à qui Jean Moulin a demandé pour moi de m'aider, je n'ai pas eu une seule personne, un seul local de la part des 3 chefs des mouvements de résistance. Ils disaient d'abord oui, et puis au bout de 3 semaines, eh ben, peut-être n'osait-il pas vous dire qu'il n'avait pas les effectifs, qu'il n'avait pas les moyens? S'ils étaient rendus compte du côté misérable de leur entreprise, probablement qu'ils auraient arrêté. Je n'en sais rien. Mais c'était ça, la résistance. Et à mes yeux, la masse de la résistance, ce sont les derniers mois de 1944, avant le débarquement. Et pendant le débarquement, et puis après le débarquement, il y a aussi beaucoup de monde qui ont fait croire qu'ils avaient combattu, etc., etc. Ça, on monte toujours dans les trains qui partent, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, là, on aperçoit des boîtes aux lettres. Il y avait des propriétaires qui nous donnaient leurs boîtes aux lettres, avec la clé, et ainsi de suite. C'était un grand danger pour eux, mais... Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient en vous prêtant cette clé? Ben, nous avions des camarades, et ces camarades, Madame Béda-Gerbeau, elle savait très très bien ce qu'elle faisait. Et Madame Béda-Gerbeau, qui nous a accueillis, elle était professeure de piano. Et elle habitait au 5e étage, sur le côté gauche. Il y avait 2 escaliers, à droite, un à gauche, et au 5e étage. Et elle a joué un rôle considérable. Ça fait partie de ces résistants dont le nom est complètement effacé,
et qui a joué un rôle considérable. C'est là où Moulin a rencontré André Manuel, et il pensait que c'était un lieu très très sûr, et c'était un lieu très sûr. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que mon copain Maurice, le radio, quand la Gestapo est venue chez lui, il a pris peur, et pendant un certain moment, il faisait les émissions là-haut. Alors, tout d'un coup, c'était un lieu dangereux. Parce que les Allemands les localisaient assez vite. Et assez vite, évidemment. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de local. Et ça, c'est quelque chose que vous m'entendrez dire en permanence, parce que j'ai l'impression que dans le récit qui a été fait après la guerre et qui s'est amélioré d'année en année, on a l'impression que la résistance était maîtresse du terrain. C'est-à-dire que des lieux de réunion, il y en avait en pagaille, des lieux pour les émissions, évidemment, etc., etc. Mais c'est pas du tout ça, la résistance que j'ai connue. Un événement décisif se produit en novembre 1942. Les Américains débarquent en Afrique du Nord. Resté aux ordres de Vichy, ce territoire français est gouverné par l'amiral Darlan et possède une force militaire non négligeable. Pourtant, les combats entre les soldats de Vichy et l'armée américaine ne vont durer que 3 jours. Le temps pour Roosevelt de convaincre Darlan, le collaborateur, de rejoindre les Alliés dans la lutte contre les nazis. Les Français libres de De Gaulle sont tenus à l'écart. Roosevelt se méfie comme de la peste de ce général qu'on lui a présenté comme un futur dictateur. Dès lors, les données changent. Une nouvelle force française issue de l'armée d'armistice et commandée par le général Giraud va se battre aux côtés des Alliés en Afrique. De Gaulle en est exclu. De Gaulle n'existait plus. Non, mais De Gaulle, c'est fini. De Gaulle, c'est fini. Vous le sentez comme ça à cette époque? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, tous les résistants l'ont senti comme ça. Alors là, quel devient l'objectif de Moulin? Il n'a plus aucune nouvelle de Londres, mais lui, il comprend la situation. Et la situation, c'était quoi? C'est qu'il y avait 3 mouvements en zone libre, puisque Moulin ne s'était pas occupé de la zone nord, mais ces 3 mouvements de la zone libre étaient inconnus des Anglais et ne représentaient rien. Donc, il y avait 3 mouvements qui allaient dire « De Gaulle, c'est la France ». C'est pas possible. Ces 3 mouvements n'étaient pas la France. Et c'est ça que Moulin a proposé à De Gaulle, c'est de rassembler tous les éléments représentant la France à un titre quelconque, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats et les résistants, qui représentent toute la France résistante. Ce qui, du même coup, légitimait De Gaulle auprès des Anglais et des Américains. Alors, c'était ça. C'est-à-dire que là, les Anglais devaient choisir entre la résistance et Pétain. Et Roosevelt avait choisi Pétain. N'oublions pas. Ça n'a pas été simple, j'imagine. Mais de faire... C'est quelque chose de très ambigu, de très flottant, de très incertain, qui existe dans... Souvent, ça n'existe que dans des courriers, dans des télégraphes, mais ça n'a pas de réalité. Mais enfin... Qu'est-ce qui n'a pas de réalité? Mais ces idées de Moulin, c'était des projets, c'était des idées, et tant qu'il était vivant, ben, il leur donnait une réalité parce que, par exemple, quand il a eu l'idée... envoyé aux Alliés, à Roosevelt et à Churchill, un télégramme disant que pour l'Afrique du Nord, il était entendu que le général Giraud a le commandement de l'armée française, d'accord, et il fait un éloge de Giraud, mais le pouvoir politique appartient au général de Gaulle, et à lui seul. Voilà ce qu'il envoie et qui arrive à Londres le 17 novembre.
C'était un texte qui était adressé, signé par tous les résistants, sauf le Parti communiste, parce que c'était très long d'obtenir sa signature et que le texte est parti avant sa signature. Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Après notre matinée studieuse, nous sortons pour nous restaurer. Un bruit inusité, sorte de grondement suivi d'un bruit de pas cadencé, hache soudain notre conversation. Des chars, suivis d'un bloc de soldats, débouchent devant nous. À quelques mètres, les Boches. Mon sang ne fait qu'un tour. Rex regarde en silence. Instinctivement, nous nous arrêtons au bord du trottoir. Cette armée victorieuse, dont j'ai vu d'innombrables photos en Angleterre, est tout à coup sous mes yeux, triomphante. Je suis saisi d'une haine aussi irrépressible qu'impuissante. Je pense à mon travail. J'ai l'impression physique qu'un piège se referme. Depuis 1 mois, les voitures Gogno allemandes et la police de Vichy nous pourchassent. J'ai cru que c'était le pire, mais aujourd'hui, ce n'est plus au milieu des Français que nous allons opérer, mais des Boches cruels et implacables. Rex ne peut s'absenter pour Londres sans offrir un interlocuteur qualifié au chef des mouvements. Il décide de me présenter comme son agent de liaison durant son absence. Lorsqu'il m'en informe, je lui fais remarquer respectueusement que mon jeune âge risque de m'attirer les quolibets de ces hommes que je considère comme des durs à cuire. Rex balaye mes objections. Vous êtes mon secrétaire. À ce titre, vous êtes au centre des liaisons et le seul à connaître les affaires en cours. N'oubliez pas, reprend-il, que vous possédez la caisse et distribuez les fonds. En politique, il n'y a que des rapports de force. Croyez-moi, dans ce domaine, vous êtes le patron. En ce mois de février 1943, un Lysander anglais vient chercher de nuit Jean Moulin pour le ramener à Londres auprès du général de Gaulle. Depuis 1 an, Moulin a réussi à fédérer les 3 principaux groupes de résistance de la zone sud. Il a également trouvé un officier supérieur pour encadrer l'armée secrète, le général Delestrin. Il l'emmène ce soir-là avec lui à Londres pour qu'il rencontre de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que cette armée secrète dont le général Delestrin a été nommé chef? L'action militaire, c'est séparer à l'intérieur de chaque mouvement tous les hommes qui veulent se battre. Il y avait 2 choses. Il y avait le combat de la propagande, c'est-à-dire l'impression des journaux. Ça a très bien marché. L'armée secrète, c'est tout à fait autre chose. C'est le combat. Et là, il y a eu une division majeure entre les communistes et tout le reste. Est-ce qu'on combat tout de suite ou on combat le jour de la libération? De Gaulle veut que ce soit le jour J. Voilà. Pour pas mouiller la poudre, en quelque sorte. Exactement. Et les communistes disent non, il faut se battre dès maintenant. Parce qu'on n'aura pas d'armée secrète si l'on ne se bat pas. Et en plus, il faut aider la Russie à vaincre les Russes. Ils avaient raison, les communistes, d'après vous? Oui, moi je dois vous dire que j'étais pour l'action.
Au sommet, on peut avoir des états-majors, des gens qui discutent de ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais à mesure que l'on descend dans les grades et qu'on se rapproche de la base, on s'aperçoit que l'homme de base, dans un village, dans une petite ville, dans une grande ville, il est à la fois le chef et le soldat. C'est lui qui commande et qui exécute. Point à la ligne. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris tout le problème de la résistance. Et en plus, il est arrêté. Parce que ce résistant dont je vous parle, polyvalent, ben c'est lui qui est arrêté en masse. Mais au cours de ce même mois de février 1943, le gouvernement de Vichy instaure le STO, le service du travail obligatoire, qui doit envoyer vers l'Allemagne les jeunes gens nés entre 1920 et 1922 en substitut au service militaire. Cette décision provoque le départ dans la clandestinité de près de 200 000 réfractaires. Les premiers télégrammes que j'envoie à Moulins sur cette question sont une quinzaine de jours après que tous ces jeunes partent comme des fous, enfin, je veux dire, désertent. C'est pas du tout parce qu'ils ne veulent pas partir en Allemagne qu'ils veulent chasser les Allemands. Non, ils veulent se réfugier, ils ne veulent pas partir en Allemagne. C'est là aussi, il y a une ambiguïté. Mais pour la résistance, quand elle prend conscience de cette masse de jeunes gens qui n'ont rien à faire, qui partent dans les montagnes, c'est la possibilité de constituer réellement des troupes disponibles. C'était le début. Il fallait les encadrer, il fallait les canaliser, donc il fallait de l'argent. Il fallait les le nerf de la guerre. Alors, on m'avait fait venir et il y avait une douzaine de personnes qui représentaient l'ensemble des mouvements, qui étaient très agressifs et qui voulaient mon fric. Alors, à un moment donné, pour sortir de là, je me suis dit, il faut que je leur demande qu'ils me donnent toutes les indications sur l'endroit où se trouvent les jeunes qui ont besoin d'argent, de vêtements, d'armes, enfin, etc., etc. Voilà. Et alors, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Sur une carte, ils ont relevé les coordonnées qu'ils m'ont données tranquillement, et on a convenu que je revenais le 15 mars avec des tampons, des faux tampons pour les cartes d'identité, de fausses cartes d'alimentation et surtout d'argent. Je devais avoir plus d'1 million et qui est dans mon imperméable. Et j'ai grimpé les étages le plus rapidement possible et tout d'un coup, il y avait une petite lucarne qui ouvrait sur le palier à côté de la porte d'entrée et il y a un balai au cédar qui est sorti de cette fenêtre et qui tournait comme ça, et j'ai vu derrière le balai au César des yeux exorbités et le visage d'une femme qui agitait ce balai. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais en danger et je suis retourné immédiatement, j'ai descendu encore plus vite les 5 étages. Mais ce qui est étonnant, c'est que si c'était une souricière qui n'avait pas placé un agent là pour vous cueillir au passage. Alors, quand je suis sorti, j'ai vu une Citroën de la Gestapo qui était en face. Et là, je me suis dit, je suis perdu. Or, en avançant, j'étais prêt à courir et tout ça dans la rue, mais j'ai vu que la Citroën était vide. Qu'est-ce qui s'est passé avec les camarades en haut qui ont été... Eh bien, ils ont été arrêtés, et c'est là où Aubrac s'est évadé par la suite. Il a été arrêté. Parce qu'il y avait Aubrac. Oui. Ah ben non, c'était trois dirigeants, dont Aubrac. Lorsque Jean Moulin revient de Londres en mars 1943, il est désormais délégué général de Gaulle pour l'ensemble du territoire français. Il a une nouvelle mission, créer à Paris un Conseil national de la résistance pour réunir toutes les forces vives de la nation, mouvements de résistance, partis politiques et syndicats. Il envoie donc son secrétaire à Paris en éclaireur pour créer un nouveau secrétariat, préparer les hébergements, mettre en route les liaisons radio avec Londres.
Il est presque 10 heures du matin quand le train entre en gare de Lyon. À pied, je rejoins les quais. J'aperçois soudain un grouillement d'uniformes. Les Allemands, maîtres des lieux. Je découvre bientôt l'emprise des barbares. Planté au carrefour, le foisonnement des poteaux indicateurs peints de lettres noires sur fond jaune ou blanc. Le pire m'attend en découvrant la préfecture surmontée d'un drapeau à croix gammée flottant sur les toits. Au terme de mon pèlerinage m'attend le plus cruel des spectacles. Autour de la tombe vénérée, des soldats allemands se promènent en riant, tandis que d'autres se photographient joyeusement devant la dalle. J'ai honte d'être le seul Français vivant. J'ai organisé mon premier rendez-vous avec Germain à midi dans un café proche de l'Étoile, le premier à gauche en descendant les Champs-Élysées. En approchant du café, je vois venir à moi, serrés l'un contre l'autre, un vieillard accompagné d'un jeune enfant. Leur pardessus est orné de l'étoile jaune. De voir ces deux êtres qui étaient marqués comme du bétail, vous ne pouvez pas savoir le choc que ça m'a fait. C'était inadmissible. C'était évidemment qu'ils étaient innocents par leur âge. L'un était très vieux et l'autre était très jeune. Et ils avaient le droit de pratiquer la religion qu'ils avaient choisie ou dont ils avaient hérité. Et ils avaient tous les droits puisqu'ils étaient français. Et donc, comment se fait-il que ces deux hommes pouvaient être marqués comme du bétail? Il y avait quelque chose pour moi de scandaleux. Ça a été certainement un des plus grands chocs de ma vie. Et on a l'impression que la résistance ne se mobilise pas, qu'elle n'attaque pas les trains qui amènent les déportés. Bon, ça fait l'objet de conversations très continues pendant 3-4 jours entre Bidault et Moulin. Ils étaient révoltés. Et Jean Moulin le mentionne d'ailleurs dans un message. Bien entendu. Et Moulin avait dit, je me souviens très bien, bon, je vais en parler au mouvement pour voir ce que l'on peut faire. Il en a parlé. Qu'a-t-on fait? Il y a eu un article, je crois, dans Combat, qui était un très bon article philosémite. Et puis quoi? C'est au mois de septembre 1942, quelques semaines après, vous avez le débarquement en Afrique du Nord. Vous comprenez que le problème des Juifs et tout ça a été balayé. Mais balayé. Bon, c'était pas un objet de résistance. Voilà, c'était pas un sujet de la résistance antisémitique. C'est atroce. Mais il faut quand même le dire un jour ou l'autre. Je vous le dis, et là. Et là. Quand il m'a dit que j'allais à Paris, pour moi c'était inespéré et j'avais toujours rêvé de vivre à Paris. Il y avait le centre de Paris qui était toujours Paris, c'est-à-dire les grands restaurants, les boîtes de nuit, mais qui étaient évidemment pleines d'Allemands, mais pleines de Français aussi. Ceux qui étaient restés, ils vivaient avec les Allemands, ils vivaient très bien avec les Allemands parce qu'ils les recevaient, les Allemands étaient ravis. Le centre de Paris était quelque chose d'extraordinaire. Les Parisiennes étaient très élégantes pendant la guerre. On avait plus peur quand on était clandestin à Paris ou à Lyon? À Paris, parce qu'il y avait les Gestapo. À Paris, on arrivait en Allemagne. Au fil des jours, grâce à la position que j'occupe, j'ai pu rencontrer les états-majors de la résistance. En fait de troupe, je ne connais que la douzaine de filles et de garçons que j'ai recrutés pour le secrétariat, mais je constate que les résistants, décimés par les arrestations, sont très peu nombreux. Les listes que j'expédie à Londres ont beau faire état de 80 000 hommes pour la zone sud et à peu près autant pour la zone nord, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins. N'oubliez pas qu'il y a eu 100 000 résistants, 100 000 sur 300 000, qui ont été arrêtés, dont 30 000 sont morts.
C'est la toile de Pénélope, ce qu'on fait le jour se défait de nuit. Exactement, jusqu'à la Libération. Quand vous arrivez à Paris, il y a d'autres mouvements structurés? Il y avait 5 mouvements, mais étant donné le danger, ils étaient organisés chacun séparément et ils ne travaillaient pas ensemble. Ils n'ont jamais voulu se fondre, comme finalement à Lyon, ils sont arrivés à faire un seul mouvement en gardant 3 journaux. L'autorité, enfin l'autorité personnelle de Moulin, ça a été d'imposer aux chefs de la résistance qui n'en voulaient pas des cadres d'activité dont la résistance ne voulait pas parce qu'elle le mettait sous les ordres du général de Gaulle. La deuxième opération de Moulin, ça a été le Conseil de la résistance, c'est-à-dire réunir la résistance, des représentants de la résistance, des partis politiques, des syndicats, dans un seul organisme, et que cet organisme reconnaisse l'autorité du général de Gaulle sur toute la France, de manière à combattre l'autorité qui s'installait à Alger et qui prétendait être l'autorité française. Ça a été ça la lutte de Jean Moulin. Jean Moulin a demandé à Meunier, Chambéron et moi-même d'aller chercher les participants. Ils arrivaient à la station de métro Saint-Germain-des-Prés, soit à une station qui était au bout de cette rue. Voilà, ils avaient, bon, c'était par 2 ou 3, etc. Et puis alors, on les conduisait à la maison et on ne leur disait pas l'adresse. Mais avant d'arriver, on leur disait, bon, voilà, vous rentrez dans la maison, on continuait, et lui, il rentrait, et on le disait, c'est au premier étage, et ainsi de suite. Et alors, le 27 mai 1943, vous faites le guet pendant la réunion du CNR. Alors, moi, je devais être ici pour surveiller, ben voilà, ce carrefour. Si j'apercevais quoi que ce soit, eh bien, je devais immédiatement téléphoner à Moulin. Mais attendez, la réunion la plus importante de la clandestinité, il n'y a pas un corps franc, il n'y a pas quelques hommes armés pour protéger les représentants essentiels de tous les mouvements. Jean Moulin me l'a expliqué le premier jour, parce que quand j'ai demandé, et il m'a dit, mais écoutez, il y a 2 manières de faire la résistance, soit de mobiliser tout le monde en permanence avec des armes pour se défendre, s'imposer, et au cours d'une bagarre, essayer d'avoir le dessus et s'en sortir, soit au contraire d'être entièrement désarmé, de tenir secrète entre ces personnes-là la réunion. Voilà. Non, mais ça, il m'a répondu le premier jour. Moi, j'ai trouvé ça stupéfiant. Attendez, c'est stupéfiant. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était arrivé une Citroën de la Gestapo? Qu'est-ce qui se passait? C'était fini. C'était fini. C'était fini. Si les types s'enfuyaient, les types tiraient à la mitrailleuse. Et puis d'ailleurs, il fallait qu'ils puissent sortir. Bon, alors, on avait prévenu tout le monde qu'on pouvait s'enfuir par la cuisine. Mais si on sautait de la cuisine, on sautait dans une arrière-cour. Et l'arrière-cour, elle était commandée par l'entrée. Il n'y avait qu'une entrée. Donc, on tournait en rond. Vous comprenez ? La sécurité dans la résistance, c'est beaucoup d'illusions. Je dirais même, ce n'est qu'une illusion. Et à cause de ça, on se croyait en sécurité. Et en fait, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc, ils étaient plus en sécurité que certains, dont moi, ne le pensaient. Voilà. Le culot a payé. Voilà, exactement. J'étais très curieux de savoir ce qui s'était passé, mais je ne posais pas de questions à Jean Moulin.
À la sortie du Conseil de la Résistance, quand il est venu me retrouver pour me dire d'envoyer les télégrammes que j'avais déjà codés, 2 jours auparavant, qui était le compte-rendu de la séance qu'il venait de donner. Et il disait qu'à l'unanimité, la Résistance soutenait De Gaulle et ainsi de suite. Bon. À la fin, il m'a dit, écoutez, ce soir, vous viendrez à 7 h sur les quais, à la galerie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin. Ça fait une journée double. L'acte suprême du commandement politique, là, disons le Conseil national de la Résistance, et puis l'après-midi, avec vous, une promenade dans l'art contemporain. C'est drôle. Cet homme avait vraiment une vie double. Il y avait le préfet et la successeur du préfet, le représentant du général de Gaulle, et le travail qu'il effectuait. Et là, alors, c'était intraitable. Et il fallait que ça marche. Et puis, tout d'un coup, une fois que tout était fini, les réflexions sur la littérature, sur l'art, sur la politique, sur l'avenir, etc. Alors là, c'était un homme extrêmement libre et qui aimait beaucoup s'amuser. Et que la vie, que les situations, les paradoxes de la vie amusaient beaucoup. Et puis il a fini sa conversation, et puis nous sommes partis. Nous sommes allés le long du quai. Et alors, il avait à la main un très gros livre qui était l'histoire de l'art contemporain de Zervos. Et il m'a dit, pour vous remercier de tout, je vous offre ce livre qui va enfin vous faire comprendre ce que c'est que l'art contemporain. Mais tout ce que je voyais, ça me paraissait horrible. Mais enfin, j'étais très touché par le geste et j'ai beaucoup remercié. Il m'a dit, bon, maintenant, on va prendre le métro, je vous garde à dîner. À mesure que le temps passait et que je travaillais près de lui, bon, les tâches qu'il avait étaient de plus en plus difficiles. Bon, je voyais, il se battait, bon. Mais là, tout d'un coup, c'était un autre homme. C'était un homme heureux et... Oui, heureux. Il pouvait parler de ce qu'il aimait, de ce qu'il aurait aimé être, c'est-à-dire un peintre. Et ce soir-là, alors j'étais sûr que dans le civil, c'était un artiste peintre. Oui, parce que la galerie, et tout ce qu'il me disait pendant le dîner sur sa collection, ses peintres, etc. Bah, il me disait, oui, c'est un peintre. C'est curieux, mais enfin, c'est comme ça. Curieux pour un chef de la Résistance. Oui, mais enfin, les autres, c'était un peu tout. Alors je dis, bah, c'est en quittant. Et je me suis dit, au fond, c'est merveilleux. J'ai passé une soirée avec lui. Pour la première fois, on a parlé de tout, sauf de la Résistance. Voilà. Et sur le moment, je n'ai rien su de ce qui s'est passé au CNR. Rien. Pas un mot. Jusqu'au moment où je l'ai raccompagné chez lui, il m'a dit « Demain à 7 h. » Avec la réussite du CNR, De Gaulle revient au premier plan dans le camp des Alliés. Dès le 30 mai, 3 jours à peine après la première réunion secrète du Conseil, il part pour Alger. Il va pouvoir y créer avec Giraud le premier comité français de la libération nationale. Le document qui a servi à De Gaulle, c'est pas l'existence du CNR, c'est le télégramme que Moulin a fait dès qu'il a eu la perspective de pouvoir réunir le Conseil de la Résistance. C'est ce document qui a permis à De Gaulle d'arriver en Algérie en représentant de la France. Document qui était en quelque sorte une fausse nouvelle qui allait devenir vraie. Ah mais absolument, absolument. Bien qu'il ait installé un nouveau secrétariat à Paris et mis en route le CNR, Jean Moulin continue de demeurer une partie de son temps à Lyon. C'est là qu'il se trouve le 10 juin 1943, lorsque son secrétaire apprend à Paris l'arrestation du général Delestrin par la Gestapo. Sans hésiter, Daniel Cordier saute dans un train afin de prévenir son patron.
Le dimanche soir, j'ai guetté l'apparition de la lumière dans ta chambre et il n'y a pas eu de lumière. Et le lundi, même chose. Et vers les 10 heures, tout d'un coup, la lumière s'est allumée. J'ai pas besoin de vous dire que j'avais envie d'enjamber le pont. J'ai grimpé jusque chez lui et j'ai sonné. Et quand il m'a ouvert la porte, je me suis penché sur son épaule pour lui dire de l'être. Elle a compris. Et alors, dans le square, il m'a demandé s'il avait des renseignements sur cette arrestation qui était dramatique, puisque de l'Estrin avait été à Londres et était devenu le chef de l'armée de la résistance des deux zones. Et donc, pour Moulin, c'était une situation terrible vis-à-vis de la résistance. Et quand j'ai revu le lendemain matin, il y a quelque chose qui lui préoccupait beaucoup, que je ne savais pas, c'est que Hardy était revenu à Lyon. Il ne comprenait pas que Hardy, ayant rendez-vous avec le général de l'Estrin à Paris, n'ait pas été arrêté avec lui. Ou il était arrivé après l'arrestation de l'Estrin, ou il s'était évadé. Voilà les deux hypothèses. Mais ça lui paraissait curieux qu'il soit arrivé après de l'Estrin, et encore plus curieux qu'il soit évadé. Il m'a tout de suite dit, il m'a dit, mais prévenez tout le monde que si Hardy demande des rendez-vous à Paris, personne ne doit lui répondre. Et ça aussi, il me l'a répété 2 fois, il me l'a répété après le déjeuner. C'était quelque chose qui le préoccupait beaucoup. Et à un moment donné, j'ai cru qu'il avait terminé, et je lui ai dit, mais écoutez, quand le représentant du général de Gaulle sera là, j'espère que vous pourrez partir en vacances pour vous reposer. Mais ça l'a piqué. Et il m'a dit, mais comment pouvez-vous parler de vacances alors que dans 15 jours, nous serons peut-être tous arrêtés? Et vous vous quittez et vous allez prendre votre train. Et alors nous sommes levés, il m'a accompagné, et je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu que dans cet état, jamais. D'état de fatigue, il était livide, il avait les traits tirés, et je suis monté dans le train, je suis parti, et le tram était vide, et j'étais collé dans la vitre, et je l'ai vu. Le tram a tourné brusquement pour aller à la gare. Et voilà. En fin d'après-midi, à 6h30, j'attends Germain sur le quai du métro Châtelet, direction Saint-Michel. Toutes les demi-heures, je rencontre mes camarades dans des stations différentes, échelonnées sur la ligne. C'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour voir le plus de monde en toute sécurité. C'est un moment difficile de la journée. C'est généralement l'heure où arrive le courrier de Rex expédié de Lyon le matin et dans lequel tout est urgent, alors que ma journée est finie et que ma soirée est consacrée au déchiffrage des télégrammes ou au triage du courrier de Paris. Une rame s'arrête. Germain descend le premier et court à ma rencontre. Il est blême. Le patron. Je comprends avant qu'il ajoute « Arrêtez ». Tel un boxeur sonné, je vacille, recule et me laisse tomber sur le banc. Ma tête explose. Rex, je ne peux le croire et en même temps je le pressentais. Hébété, je pense à tout et ne comprends plus rien, si ce n'est que je suis orphelin. Le 21 juin 1943, dans un pavillon de la banlieue lyonnaise à Caluire, se tient une réunion clandestine lorsque la Gestapo débarque. Tous les résistants sont arrêtés, sauf Hardy,
qui parvient à s'enfuir. Jean Moulin se trouve dans le groupe. Interrogé et torturé sauvagement, il ne parlera pas. Il décède le 8 juillet 1943 dans le train qui le conduisait en Allemagne. Ce n'est que 21 ans plus tard, en 1964, que la dépouille de Jean Moulin reçoit les honneurs de la République et entre au Panthéon. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Pourquoi ce silence autour de Jean Moulin après la guerre? Quand Jean Moulin a été arrêté, eh bien, pour la résistance, ça a été un soulagement. C'est ça qu'il faut dire, parce que c'est ça qui s'est passé. N'oubliez pas que le Conseil de la Résistance, qui avait été si difficile à organiser, à créer pour Jean Moulin, a compris tout d'un coup, une fois qu'il était organisé, que c'est lui qui représentait le pouvoir français de la résistance en France, et que De Gaulle était en quelque sorte son délégué. Les gens qui ont acclamé De Gaulle sur les Champs-Élysées, les millions de Français qui se sont réveillés en disant « la France a un nouveau chef, on applaudit, on est content, on est libéré, on a gagné, etc. etc. » Où est Moulin là-dedans? De Gaulle est entouré, il y a Parodi, il y a Bidault. Bidault à sa droite qui descend les Champs-Élysées. Beaucoup de gens ignoraient son rôle, ignoraient son nom, et ainsi de suite. Le petit livre, qui est l'annuaire de la résistance, dans lequel il y a tous les mouvements de résistance, les faits, etc., qui étaient imprimés, je crois, en 45 ou en 46, et dans lequel vous n'avez pas le nom de Jean Moulin. Voilà. Vous saviez que l'homme, le patron, c'était Jean Moulin? C'était Jean Moulin, parce que... Vous l'avez découvert quand? Je l'ai découvert à la Libération. Oui. J'avais rendez-vous avec Meunier et Chambéron pour déjeuner, et avec eux, il y avait une dame. Ils m'ont présenté à cette dame, et je me souviens encore de la question. Je lui ai dit, mais qui est cette dame? Il s'est arrêté, mais il dit, mais c'est Mademoiselle Moulin, c'est la sœur de Jean. Mais je lui ai dit, mais qui est Jean? Il m'a dit, c'est ton patron.